Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur ma toute nouvelle chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Goulven Tristan, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Donc bienvenue pour cette vidéo où je vais vous parler aujourd'hui de mon ascension du Mont Blanc en solitaire que j'ai faite en 2014. Alors pourquoi cette ascension je l'ai faite en solitaire et pourquoi je ne l'ai pas faite avec un guide de haute montagne? C'est vraiment tout le sujet que j'ai envie de vous partager avec vous, à la fois mon état d'esprit et à la fois toute cette ascension jusqu'au sommet et le retour, les difficultés que j'ai pu rencontrer, tout ça. Donc en fait, pour revenir en 2013, je suis encore à la BSPP, à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et il y a un instructeur avec qui je travaille, qui a fait à plusieurs reprises le Mont Blanc, qui est aussi dans le trail, dans l'ultra trail. On est souvent amené à s'entraîner ensemble. Il me partage un peu son expérience, tout ce qu'il a pu faire en course. Et c'est vrai qu'il me parle souvent du Mont Blanc et j'avais ça dans ma tête, voilà, de le faire un jour. Et je me dis, c'est l'opportunité de connaître quelqu'un qui l'a fait à près de 10 fois, qui va pouvoir m'y amener. Ça me coûtera moins cher qu'un guide de haute montagne, même si je préconise de prendre un guide de haute montagne dès qu'il s'agit de faire des ascensions. Voilà, ne pas le faire en solitaire, c'est toujours mieux de prendre un guide de haute montagne. Là en l'occurrence, lui il l'avait fait plus de 10 fois, donc voilà, c'était quand même un habitué. Il avait un niveau sportif qui était très élevé. Donc voilà, je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était bien, pas bien. En tout cas, moi j'étais rassuré de le faire avec lui. On a monté l'expérience, on a monté le projet ensemble. Il y a deux trois autres personnes, deux trois autres pompiers qui se sont joints à nous. Et c'était top. Voilà, tout se passait, tout commençait très bien. Il nous avait exactement partagé un peu son expérience, les difficultés, le matériel à acheter, de quelle manière ça allait se passer. Voilà, donc tout commençait très bien. On est tous partis ensemble à Chamonix. Là-bas, il y a un de ses potes, pareil, qui l'avait fait près de 10 fois, qui nous a rejoints pour nous accompagner au sommet. Et on a commencé l'ascension. On a pris le petit train, on a été jusqu'au Nid d'Aigle. Du Nid d'Aigle, on est monté jusqu'à Tête-Rousse. Là déjà, il y a quelques collègues pompiers. Donc on était 5. Il y avait les 2 guides, plus 2 autres collègues et moi, qui ont commencé un peu à tirer la langue, parce que c'est vrai qu'ils avaient mis une cadence qui était très soutenue. Parmi les 2, il y en a qui ont commencé à avoir des ampoules, à ralentir. Bon, et c'est vrai que ça a un peu déplu aux 2 guides qui avaient accepté de nous monter au sommet, parce que voilà, ils avaient peur que du coup on soit plus dans les temps de passage par rapport à la météo, par rapport à plein de choses. Mais tant bien que mal, on est arrivé au premier refuge, Tête-Rousse. Donc on a pris la voie la plus facile, Tête-Rousse qui est à 3180, presque à 3200 mètres d'altitude. Là on a pris un bon repas, on s'est couché assez tôt, sur les coups de 21 h. Et à minuit 1h du matin, on s'est tous réveillés pour partir dans la foulée, continuer le sommet. Et à 3300 mètres, donc pour allier le deuxième refuge qui est un peu plus haut, je crois à 3600 ou 3700 mètres, le refuge du Goûter, le guide, donc avec qui j'avais organisé l'expédition, a décidé de tout arrêter, a décidé qu'on allait faire demi-tour parce que derrière ça suivait pas assez vite. Il a estimé que les conditions météo n'étaient pas suffisamment clémentes pour qu'on puisse aller au sommet et tout ça. Et moi ça m'a énormément déçu parce que je voyais les autres cordées qui continuaient d'avancer. Il y avait des cordées qui étaient bien plus bas que la nôtre.
Et pour moi, tout se passait très bien. Pour moi, il n'y avait aucune raison qu'on puisse pas arriver au sommet. Donc en fait, c'est une expérience qui m'a déçu. Donc on est redescendu dans la vallée, on a passé la journée à faire quelques glaciers, à faire quelques exercices, mais très déçu. Voilà, il nous avait très bien vendu, il avait très bien su nous vendre le fait qu'on puisse pas aller là-haut, qu'on n'avançait pas assez vite, que les conditions n'étaient pas forcément clémentes, qu'on n'avait pas suffisamment d'expérience et compagnie. Moi, je pouvais pas l'entendre. Voilà, moi c'est quelque chose, c'est des messages qui ne passaient absolument pas. Et en fait, l'année suivante, donc en 2014, donc je décide cette fois-ci de monter moi-même et de monter tout seul. En fait, indirectement, je me suis dit, je veux pas de parasite avec moi. Et en fait, j'avais plus forcément confiance au guide. J'avais peur, en fait, j'avais l'appréhension de me dire, allez, je vais prendre un guide de haute montagne, et qu'en fait, ce guide, ne connaissant pas mon niveau, ne connaissant pas ma détermination, me disent là les conditions ne sont pas suffisamment clémentes, ou on ne va pas assez vite, ou ceci ou cela, et on ne peut pas aller au sommet. Et en fait je me suis dit voilà, je ne veux pas de parasite avec moi, le seul décideur ce sera moi, malgré que j'ai aucune, mais vraiment aucune expérience de la montagne. Par contre, bon, j'ai une certaine jugeote, voilà, j'ai un certain bon sens aussi, c'est-à-dire que je me suis dit, une fois que l'expédition va commencer, je vais mettre juste derrière des cordées et je vais les suivre, voilà, ou tout simplement je vais discuter aussi avec des guides de haute montagne pour qu'ils puissent me partager un peu leur ressenti sur la journée, sur la météo, sur les difficultés, savoir si c'est possible ou pas, et si je vois des guides faire demi-tour, je ferai demi-tour aussi. Voilà, j'y ai pas non plus été en tête brûlée en me disant je veux absolument aller au sommet du Mont Blanc. Non, mon objectif c'était voilà, d'y aller seul, mais de rester à l'écoute voilà, auprès des cordées, auprès des guides, pour m'assurer que l'ascension puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc j'organise mon petit voyage tout seul. Donc j'ai une petite expérience, on va dire, jusqu'au premier refuge de Tête-Rousse. Donc je pars de Toulouse en train avec le matériel que j'ai renouvelé un petit peu. J'ai aussi emprunté une corde chez les pompiers de Paris, un baudrier aussi. Voilà, j'ai racheté un petit peu de matériel à droite à gauche. Je suis parti avec un gros sac. Je suis parti 2 jours avant l'expédition, donc au préalable j'avais loué un hôtel à Chamonix pour pouvoir me reposer, pour pouvoir refaire correctement mon sac, aller à l'office du tourisme, me renseigner sur les horaires des trains, sur les différents trajets voilà, pour pouvoir bien commencer mon ascension du Mont Blanc. Et le lendemain, j'ai été en reconnaissance. Donc voilà, j'ai pris le train qui m'a amené, je sais plus le nom de la ville. De là, j'ai marché, j'ai pas repris le train, j'ai marché le long de la voie ferrée qui m'a amené jusqu'au Nid d'Aigle. Donc il y a un petit train de montagne qui nous amène jusqu'au Nid d'Aigle, et au Nid d'Aigle le train s'arrête parce que la voie ferrée n'a pas été terminée. Normalement elle aurait dû monter beaucoup plus, elle aurait dû aller beaucoup plus loin, mais voilà, par manque de moyens à l'époque quand elle a été faite, la voie ferrée s'est arrêtée au Nid d'Aigle. Donc moi je décidais d'y aller en marchant, pour pouvoir faire une randonnée, me défouler aussi un petit peu. Et j'ai été jusqu'au Nid d'Aigle. Et arrivé au Nid d'Aigle, j'étais content de moi. Ça m'a permis de retrouver le chemin, de retrouver exactement le même itinéraire qu'on avait utilisé l'année précédente en 2013. Ensuite, je suis redescendu par le train. J'ai repris un autre bus qui m'a ramené à l'hôtel, où j'ai pu aller me reposer, faire mes derniers achats de nourriture pour le lendemain, de boissons et tout, de vérifier mon sac à dos. Et le lendemain, j'ai décidé cette fois-ci de partir pour l'ascension du Mont Blanc. Toujours avec cette insouciance, avec cette naïveté, parce arriver jusqu'au chalet Tête-Rousse, il n'y a rien de très compliqué. Donc cette fois-ci, je suis retourné dans la ville où j'ai pris cette fois-ci le train pour aller jusqu'au Nid d'Aigle. Voilà, j'ai pas marché le long de la voie ferrée parce que je voulais économiser au maximum mon énergie, parce que je savais que l'ascension du Mont Blanc allait être très longue, sans savoir combien de temps ça allait me prendre, sans savoir combien d'heures
et j'allais devoir marcher pour arriver au sommet du Mont Blanc. Donc arrivé au premier refuge, tête rousse, bah, j'en profite pour me reposer. Alors je suis très stressé, voilà, je longe les murs parce que de souvenir, 90%, si ce n'est 100% des personnes qui sont là, elles sont avec des amis ou avec surtout avec des guides de haute montagne. Et moi j'arrive tout seul, tout seul. Alors j'arrive pas non plus en touriste parce que je suis quand même bien équipé, mais j'arrive tout seul avec aucune connaissance de la montagne. Et je fais vraiment profil bas. Surtout que le soir, quand je me mets à table sur les coups de 18h, il y a un guide qui est à côté de moi et qui amène 2 Américains au sommet. Et la discussion commence, ouais, je comprends pas, ceux qui vont sans guide, ceci, cela. Et ouais, je me sens un petit peu visé. Ouais, j'ai la tête qui est baissée, je regarde mon assiette et pas autre chose. Et je me dépêche de manger mon repas, je vais vite me coucher sur les coups de 20h30, 21h. Quand on est à Tétrousse et qu'on part pour une ascension le lendemain, c'est vrai qu'on se couche très très tôt le soir, parce que le départ des ascensions, c'est un lever qui se fait à peu près vers minuit. Et le petit-déj, on le prend vers minuit et demi, je crois, minuit et demi, 1h du matin maximum. Et après, toutes les cordées partent pour l'ascension. Le but, c'est d'arriver au lever du soleil en haut du sommet, donc c'est d'arriver vers 5h30, 6h du matin. Alors après, tout dépend à quelle période vous la faites. Moi, je l'ai faite sur la fin, c'est-à-dire, je crois que je l'ai fait entre première quinzaine de septembre. Ensuite, ils ferment les refuges ferment. Donc je prends mon petit déjeuner, jusque là tout se passe bien, et ensuite je vais dans le vestiaire pour commencer à m'équiper. Et là c'est waouh, là c'est une boule au ventre mais monstrueuse. Déjà la nuit c'est très mal passé. À côté de moi, il faut savoir qu'on est dans des dortoirs où il y a à peu près 20 personnes. Moi je suis tombé à côté de quelqu'un qui a ronflé. Donc j'avais juste 4-5 heures pour me reposer, mais je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, d'une part à cause des ronflements et surtout à cause du stress. Voilà, j'avais vraiment peur parce que le lendemain, je ne savais absolument pas ce qu'il allait m'attendre, à part la première demi-heure que j'avais faite l'année précédente, où j'avais ensuite dû faire demi-tour. Mais là, c'était vraiment une très grande appréhension. Et dans les vestiaires, c'est gros stress. Voilà, déjà, un baudrier, j'ai l'habitude d'en mettre chez les pompiers, mais là, le baudrier, je suis tellement en stress que j'arrive même pas à le mettre. Je sais même plus comment on met un baudrier. Donc voilà, j'essaye de me calmer, de me raisonner, de faire redescendre la pression. Et tant bien que mal, j'arrive à mettre ce baudrier, à m'équiper. Et la première chose qui vient énormément me perturber, c'est les crampons. Donc en fait, moi j'ai loué une paire de chaussures, j'ai loué les crampons, le reste j'avais mon matériel. Et là je vois des alpinistes qui sortent du vestiaire, certains avec les crampons aux pieds et d'autres sans les crampons. Et du coup, je sais plus quoi faire. Et je me rappelle plus l'année précédente si on avait chaussé les crampons ou pas. Et je décide de sortir du vestiaire, les crampons à la main, pour voir un peu s'il y en a qui s'équipent dehors ou pas. Et bon, je vois qu'il y en a qui s'équipent dehors, mais je vois qu'il y en a qui partent quand même sans les crampons aux pieds. Et je fais merde quoi, putain, j'avais pas prévu ça et ça vient vraiment m'arrêter, me perturber, je sais plus quoi faire. Et je me dis, il y en a qui partent avec les crampons, ce sera une sécurité supplémentaire, même si c'est pas toujours facile, même si c'est pas toujours très simple de marcher avec des crampons. Et je me suis dit, après tout, je les ai loués, je vais les mettre au pied, quoi. Et ce sera ça de moins à porter. Donc je mets les crampons, je m'empresse de suivre une cordée. Voilà, mon objectif, c'est vraiment ne pas partir en dernier. Il faut absolument qu'il y ait une cordée devant moi et une cordée et qu'il y ait du monde qui soit derrière pour me rassurer, pour pas me dire que je suis le dernier par peur que les cordées de devant me distancent et de savoir que derrière il n'y a plus personne, que je me retrouve seul au monde. Donc mon objectif c'est vraiment de partir dans les premiers mais avec des cordées devant moi. Et je pars, voilà, je suis les cordées, donc je commence mon ascension pour allier le refuge jusqu'au goûter, où on traverse le couloir de la mort. Alors c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler de ce couloir de la mort. Il faut savoir que c'est un couloir de 1990 à 2010. Enfin, il y a eu entre 100 et 110 morts. Mais on part la nuit, et c'est vrai que la nuit, on a moins d'appréhension, on voit moins les choses. Et du coup, le petit couloir qu'on doit passer, qui doit faire 40-50 mètres, et
le ravin qui est à droite, tout ça on ne le voit pas trop, on ne voit pas forcément le risque. Je me rappelle qu'il y a un petit saut à faire, un petit saut peut-être de 30-40 cm, mais tout se passe bien. Et ensuite je continue mon ascension, toujours avec des guides et des cordées devant moi. Voilà, ça me permet aussi avec leur lumière de voir un petit peu le chemin, parce que c'est vraiment très compliqué, hein. C'est vraiment la partie technique la plus compliquée entre Tête Rousse et le refuge du goûter. C'est vraiment technique. Alors c'est pas non plus de l'escalade, mais il faut être vraiment très vigilant. Voilà, on avance vraiment très lentement. De souvenir, j'ai dû mettre 1h30 ou 2h pour faire le parcours. Et quand je suis arrivé au refuge du goûter, ça a été déjà un énorme soulagement, parce que là, ça a été 2 heures de stress. Ça a été 2 heures de concentration, savoir où il fallait mettre les mains, ne pas lâcher les prises. Autant la nuit, on ne le voit pas trop, mais sur le chemin du retour que j'ai fait en plein jour, j'ai vraiment pu voir la difficulté, où en fait c'est le vide. Vous tombez, c'est game over, voilà, tout simplement. Et moi j'étais tout seul, donc c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de stress. Mais quand je suis arrivé au refuge du goûter et que j'ai vu la suite, en fait ça a été un soulagement. Comme pour celles et ceux qui ont vu la vidéo lors de mon premier Ironman que j'ai fait en 2011, alors que j'avais jamais fait de triathlon et que je nageais que vulgairement la brasse, en fait quand j'ai vu la suite, qui m'avait l'air en tout cas beaucoup plus facile, c'est des grands boulevards, de neige, le chemin il est quasiment tout tracé. Alors c'est ce que je voyais moi à 100 mètres, hein. J'ignorais complètement ce qui allait se passer par la suite, mais par rapport aux 2 heures de cramponnage, d'escalade que je venais de faire, c'était un énorme soulagement, enfin de voir de la neige, parce que la distance entre les deux refuges, j'ai quasiment pas de neige. J'avais les crampons aux pieds, donc c'était pas compliqué, c'était très compliqué, pardon. Et là en fait, je vois que ça va être, enfin moi je visualise quelque chose de beaucoup plus simple. Donc je prends le temps de me ravitailler, de boire, de manger, et pareil, de ne pas perdre de vue des cordées. Et je suis le chemin, voilà, tout bêtement, on pourrait visualiser ça comme un grand chemin de randonnée. C'est vraiment la route est vraiment très large, comme une 2x2 voies, et le chemin est tracé. Donc j'ai juste à mettre un pied devant l'autre. Techniquement, c'est très facile. Alors j'ai eu de la chance aussi, parce que d'une ascension à une autre, c'est jamais pareil. J'ai eu la chance de ne pas rencontrer de crevasses, et j'ai eu un alignement des planètes. Ce jour-là, il faisait beau, il n'y avait pas de tempête, il neigeait pas. Tout était simple en fait. Voilà, il y avait juste vraiment à mettre un pied devant l'autre. Et c'est ce que j'ai fait pendant près de 4 heures pour vraiment arriver à proximité du sommet du Mont Blanc. Alors ça monte, hein, par contre, hein. Ouais, parfois il y a des moments où c'est plat, mais même quand c'est plat, marcher dans la neige, c'est éprouvant. Et quand ça monte, c'est vraiment, vous avancez 30 cm par 30 cm, donc il doit y avoir que quelques kilomètres qui séparent le dernier refuge au sommet, hein. C'est peut-être 3-4 km qui séparent les deux, et encore peut-être même 2-3 km, mais à avancer à 20 cm par 20 cm, 30 cm par 30 cm, c'est très long, surtout dans la neige et surtout quand ça monte. Et en fait, peut-être à 500 mètres avant d'arriver au sommet, ou 200 ou 300 mètres, je tombe sur un jeune, il va avoir la trentaine comme moi, qui est dans la neige, assis en train de se reposer, et je me pose à côté de lui, parce que je suis fatigué. Je crois que c'est la 3e pause que je fais. Les 2 précédentes pauses, j'avais dû faire 2 pauses de 10-15 minutes où je m'étais même endormi, tellement que j'étais fatigué. Et là, je commence à discuter un peu avec lui. Je fais: alors, t'es fatigué, un peu compliqué cette ascension? Il me fait: ouais, j'en peux plus, mais ça va là. Il me rassure aussi, il me fait le sommet, il est juste là, et il nous reste encore à peu près peut-être 1h30 de marche, et on y arrive, on a fait le plus dur. Et ce que j'apprends chez lui, c'est qu'on a le même âge, et que c'est sa première ascension, et il l'a fait tout seul.
Donc je le remercierai jamais assez de l'avoir croisé. Du coup, ça me rassure. Moi, à l'instant T, ça m'a rassuré déjà dans mes convictions de me dire de le faire seul. Voilà, j'ai rencontré aussi un autre randonneur qui le faisait seul. Donc voilà, content, rassuré aussi. Et on décide de continuer, cette ascension tous les deux. Et là, on arrive sur la dernière crête. Donc la dernière partie technique, donc c'est une crête qui doit être large de peut-être de 50-60 cm, ravin à droite comme à gauche. Là ça souffle, donc là pour la première fois on décide de s'encorder. On fait les derniers 100 mètres qui nous reste à faire pour vraiment atteindre la plateforme du sommet du Mont Blanc. Et là c'est une joie inexplicable une fois qu'on arrive au sommet du Mont Blanc. Voilà, on prend le temps de faire des photos, d'immortaliser l'événement. On est super content. Moi, j'en reviens même pas de la prouesse que j'ai réussi à faire. Voilà, avoir gravi le sommet du Mont Blanc en solitaire pour ma première ascension avec quasiment aucune connaissance, si ce n'est ma détermination, ma volonté, le bon sens. Mais encore une fois, voilà, si toi tu regardes cette vidéo, je te conseille vraiment de le faire avec un guide de haute montagne, parce que comme on peut le voir, et tu pourras le voir sur internet, il y a de plus en plus de morts dans la vallée du Mont Blanc, même en empruntant le circuit, la voie que j'ai empruntée, qui est la plus simple, mais avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de chutes de pierres, et même si tu es très bon en alpinisme, on n'est pas à l'abri d'une chute de pierre ou d'une autre difficulté. Donc là, c'est vrai que c'est une ascension qui est... comme c'est la seule que j'ai faite, qui m'a paru, je vais pas dire simple, mais pas compliqué non plus, mais risqué quand même. Voilà, il y a un certain risque de faire cette ascension. Et du coup, ensuite, il restait quand même le retour, parce qu'il ne faut pas négliger le retour, même si dans mon insouciance et dans ma naïveté, moi je l'avais complètement négligé. Pour moi, la plus grosse difficulté, c'était l'aller. Le retour, ça allait être que du bonheur, c'est de la descente. Donc j'ai eu cette chance-là que la descente se passe bien. La descente, tout ce qui était toutes les difficultés qu'on avait rencontrées à l'aller, sur les montées et tout, il y a une partie des montées qu'on a fait sur les fesses, en glissant, en mode luge. Donc c'était le retour, c'était génial, ça s'est super bien passé. Encore une fois, on n'a pas rencontré de difficultés aussi, faut vraiment le souligner, parce que les ascensions sont jamais les mêmes d'une ascension à une autre. On est resté dans les traces de l'ascension, et on a rejoint tous les deux le premier chalet, le chalet du Goûter, où on n'avait pas pu réserver de nuit. Donc après, il nous restait les 2 heures de descente très technique pour rejoindre le chalet Tétrousse. Et c'est vraiment là où j'ai vraiment pu m'apercevoir du risque que j'ai pris à l'aller. Voilà, de cette ascension que j'ai faite en pleine nuit. Là, je voyais vraiment le risque, le ravin, et là, il y a une partie de stress qui est revenue, parce que je me suis dit, là, si je tombe, c'est fini, quoi. C'est fini, donc on prend vraiment conscience de la mort, voilà, de ce qu'est la mort, et donc on y va prudemment, et encore une fois, on a eu cette chance que tout se passe bien. Voilà, encore une fois, il n'y a rien de compliqué à partir du moment où vous êtes prudent, où vous êtes bien équipé, où vous mettez un pied devant l'autre, où vous êtes bien attaché. C'est censé être une descente qui se fera bien, mais il y a un certain niveau de difficulté, de dangerosité qu'il ne faut pas négliger. Et là, on est à proximité de rejoindre le chalet Tétrousse. Et juste avant, il reste un dernier obstacle à passer, qui est justement ce couloir de la mort, où je vous le disais, où il y a eu plus de 100 personnes qui sont décédées, alors soit par des chutes, soit tout simplement par des chutes de pierre. Et alors ce qu'il y avait il y a 9 ans, il y avait une ligne de vie.
il y a une ligne de vie qui réduit quand même les accidents, mais il faut savoir que par rapport au niveau de neige, au fond, à la période où vous allez faire cette ascension du Mont Blanc, la ligne de vie peut être accessible comme elle peut ne pas être accessible. Là, on a eu de la chance, cette ligne de vie était accessible, donc on s'est accroché justement à cette ligne de vie en cas de chute pour qu'elle puisse nous retenir. Et ça n'a pas loupé, parce que justement le collègue que j'ai rencontré justement à l'allée, avec qui j'ai fait la descente, a chuté dans ce couloir de la mort. Mais heureusement qu'il était accroché à cette ligne de vie. Donc en fait il a chuté de 2 ou 3 mètres et il a pu rejoindre une partie plus sécurisée pour pouvoir remonter et retraverser ce couloir de la mort. Mais sans cette ligne de vie, la chute qu'il aurait faite aurait été mortelle à 90%. Donc on a eu la chance de pouvoir avoir cette ligne de vie, voilà, on a eu la chance que cette ligne de vie soit accessible, de pouvoir s'y accrocher. Et la chute de cette personne m'a montré justement, m'a rappelé à l'ordre de la dangerosité d'une telle ascension. Pour moi, ça s'est bien passé. Donc au final, il a retraversé le couloir de la mort et tout s'est bien passé pour lui, comme tout s'est bien passé pour moi ensuite. Ensuite, on a rejoint le chalet de Tête-Rousse. Et de là, il nous restait encore 1 heure, 1 heure et demie de descente pour rejoindre le Nid d'Aigle et rejoindre le fameux petit train où après, chacun est parti de son côté. Moi, j'ai rallié mon hôtel en bus. J'ai eu la chance que je crois que j'ai pris l'un des derniers bus qui m'a ramené à l'hôtel. Et le lendemain, après une bonne nuit, je suis reparti en région toulousaine. Où là j'ai pu partager cette extraordinaire expérience à la fois à mes amis et à la fois ensuite à tous mes potes de la caserne, à tous mes collègues de la caserne. Mais ça a été une ascension, une expérience que j'oublierai jamais, exceptionnelle, et encore une fois qui m'a permis par la suite de grandir, parce que c'est une expérience, une ascension où j'ai pris beaucoup de risques. Mais encore une fois, qui dit prendre des risques, ça m'a permis aussi de tomber énormément de croyances limitantes, ça m'a permis d'avoir davantage confiance en moi. Alors certes, ça m'a permis d'accélérer dans tous les projets que j'ai pu faire par la suite, surtout d'ordre sportif, mais ça aurait pu me coûter aussi beaucoup plus cher. Voilà, le revers de la médaille aurait pu faire aussi que j'aurais pu perdre la vie lors de cette ascension et tout se serait arrêté. Donc ça m'a permis, ça a été pour moi un accélérateur, voilà, dans ma vie de tous les jours, dans le sport, dans tous mes défis sportifs, mais faut être très prudent. Voilà. Encore une fois, ce que je dis souvent, c'est il faut apprendre à se connaître. Il faut déterminer ce que vous êtes capable de faire et de ne pas faire, et de ne pas prendre des risques inutiles. Même si cette ascension, par rapport à mon niveau, on peut considérer ça comme avoir pris des risques inutiles, ça s'est bien passé pour moi. J'avais ce leitmotiv d'arriver au sommet. Encore une fois, je ne voyais pas les difficultés, l'altitude, les maux de tête, la difficulté du parcours, voilà, tout ça je le visualisais pas forcément. Moi la principale chose qui m'a attiré, le focus que j'ai mis en place, ça a été d'arriver au sommet du Mont Blanc, et il n'y avait que ça qui m'animait. Voilà, le reste je voulais même pas en entendre parler. Voilà, c'était arriver à cet objectif, j'ai réussi à le faire. Donc voilà, n'hésite pas, si toi aussi tu souhaites faire l'ascension du Mont Blanc, ou peut-être que tu l'as déjà fait, à commenter cette vidéo. Voilà, je serais intéressé d'avoir ton retour d'expérience. Encore une fois, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche, et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. A très vite, à ton succès, bye bye.